Alors bonjour et bienvenue à cette conférence qui a pour but de présenter et surtout de donner envie de lire mon ouvrage Marcel Duchamp par lui-même ou presque, qui vient de sortir aux éditions Fage. Alors pourquoi ce titre? Eh bien parce que ce livre est l'œuvre de Marcel Duchamp lui-même, ou presque. Alors n'allez pas croire que j'ai perdu les pédales, que je ne sais plus distinguer ce qui m'appartient et ce qui appartient à Marcel Duchamp. Mais je peux tout de même affirmer que ce texte, le texte qui est dans ce livre, appartient à Marcel Duchamp. Et en fait, moi-même, je suis que le scribe, le Champollion de Marcel Duchamp. Et j'ai traduit dans le langage courant ce que lui-même avait écrit et déposé dans un médium composite fait d'objets, c'est ready-made, de notes, d'interventions dans le monde de l'art, d'interviews très nombreuses, très denses, et aussi dans son courrier. En fait, dans tout ce qu'on nomme son œuvre. Alors aujourd'hui, on considère Duchamp comme un artiste, et l'ensemble de sa production, l'ensemble de tous ses faits et gestes, comme une œuvre d'art. On peut dire aujourd'hui que Duchamp est un artiste comme le cheval blanc d'Henri IV est blanc. C'est une évidence, cela va de soi, il n'y aurait rien à rajouter. On peut tout dire sur Marcel Duchamp, et on ne s'en est pas privé, c'est des dizaines, des centaines de livres qui ont été écrits sur Duchamp. La seule chose qui paraîtrait ridicule de remettre en question, c'est son statut d'artiste. Pourtant, j'affirme, avec cet ouvrage, que Duchamp n'a pas agi en artiste, mais en anthropologue. Il a mis au point une mystification du monde de l'art, visant à montrer sur quoi repose le jugement de goût, la vanité. Et il a déposé les traces de son action dans le monde de l'art, dans toute son œuvre. Et donc tous ces objets, ces choses, comme il les appelait, il n'a jamais appelé ces objets des œuvres, il les appelait ces choses, et notamment ces ready-made, ne sont pas des œuvres qu'on interprète, des œuvres d'art qu'on interprète, mais sont des pièces de rébus qu'on décrypte. Ce n'est pas la même chose, c'est même radicalement antinomique. Hein? Une œuvre d'art est par définition multivoque, c'est-à-dire elle a été destinée par son auteur, l'artiste, à provoquer, à susciter de multiples interprétations. Alors que le rébus, par contre, est univoque. Il est une énigme précise, maîtrisée par son auteur, afin de recevoir une solution unique. Les deux sont antinomiques. C'est soit l'un, soit l'autre. De sorte que quand je dis Duchamp a fait un rébus, ce que je dis est vrai ou faux. En aucun cas, cela peut être une interprétation intéressante de l'œuvre d'art de l'artiste Marcel Duchamp, puisque je commence par dire que ce n'est pas un artiste et que ces objets ne sont pas des œuvres d'art. Alors j'espère que vous comprenez cette logique. Si quelqu'un vient et dit que contrairement à ce qu'on croit, le cheval d'Henri IV est gris, c'est vrai ou faux. On ne peut pas aboutir à une solution de compromis qui dirait que le cheval blanc d'Henri IV est gris. Il est blanc ou il est gris. De la même manière, soit Duchamp a agi en artiste, soit il a agi en anthropologue. Il n'y a pas de compromis possible. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Alors c'est la même chose pour ma thèse. Hein. Soit Duchamp a agi en artiste, soit en anthropologue. Donc ici, une fois posé cet aspect cassant, hein, cet aspect déterminant, on peut déjà se rendre compte que ce livre-là n'a rien à voir avec tout ce qui a été écrit sur Marcel Duchamp, puisque tout ce qui a été écrit sur Marcel Duchamp parle de l'artiste et de son œuvre. Et tous ces écrits sont des interprétations
qui par définition n'ont ni l'ambition ni la possibilité de prouver quoi que ce soit. Alors qu'à la fin de mon bouquin, le lecteur sait qu'il devra faire un choix conclusif. Il devra répondre à cette question. Est-ce que j'ai prouvé ce que j'avance, oui ou non? Je le répète, garder cela en tête est très important, car on n'entre pas dans un livre avec la même disposition d'esprit, selon qu'on s'attend à se laisser caresser l'ego par la plume d'un érudit, qui de plus va vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre, à savoir qu'en lisant son livre, vous êtes quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, d'anticonformiste, de moderne, ou selon qu'on doit suivre une démonstration aride qui demande une lecture studieuse et qui de plus mène à une conclusion que personne n'a envie d'entendre. Je dis bien personne n'a envie d'entendre cette conclusion. Alors maintenant je vais vous exposer la thèse elle-même. Il faut revenir à 1913 et à l'exposition de l'Armory Show à New York. C'est la première exposition d'art moderne en Amérique, et les Américains découvrent cet art européen, l'art du 19e siècle en Europe. Alors c'est une grande expo, hein, je ne sais plus combien il y a d'artistes, c'est énorme. Alors ça va d'artistes relativement sages comme Ingres, Corot, des artistes qui sont déjà acceptés par tout le monde, jusqu'aux peintres d'avant-garde, les impressionnistes, qui à cette époque, en 1913, sont déjà rentrés au musée. Donc on peut dire qu'ils sont déjà acceptés. Et d'autres qui ne le sont pas encore. Cézanne, Van Gogh, Gauguin. Et aussi les fauves, Matisse, Vlaminck et compagnie. Et les cubistes et Marcel Duchamp. Alors la réaction du public est claire, immédiate. C'est un refus retentissant. C'est un scandale. Et le tableau qui symbolisera à lui seul le refus des New-Yorkais de cet art moderne sera le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp. Durant les 3 mois que va durer cette exposition, il sera raillé, caricaturé, mais dans tous les journaux, et on ne parle que de lui. Et en fait, on n'avait pas vu un tel scandale depuis 1863 et Manet avec son Olympia. Et donc Marcel Duchamp devient la risée du grand public américain. Et du même coup, il devient la coqueluche du tout New York branché et de tous les New-Yorkais qui veulent sortir du provincialisme américain et qui sont pour cet art moderniste. Et dans ce concours de circonstances, Duchamp décèle une constante et découvre, ou croit découvrir, la loi sociologique qui gouverne le monde de l'art. Il nommera cette loi la loi de la pesanteur. Elle est simple. Pour qu'un objet créé par un artiste devienne un chef-d'œuvre de l'art, il faut qu'il soit d'abord refusé par une majorité scandalisée, de telle sorte qu'une minorité agissante trouve un bénéfice en termes d'amour-propre à réhabiliter et l'objet et l'artiste. C'est un jeu de différenciation. C'est une manière de se différencier des moutons de Panurge. Et donc, le moteur, c'est l'amour-propre. Alors, première précision. On voit qu'il y a une différence entre l'objet d'artiste et l'œuvre d'art. Ce n'est pas la même chose. Il y a une anecdote qui doit sans doute être fausse, mais qui est marrante pour ça. C'est Van Gogh qui payait son loyer avec ses tableaux. Et on dit qu'un de ses propriétaires avait utilisé un de ses tableaux pour faire la porte de son poulailler. Alors là, c'est bien clair que l'objet qu'a créé Van Gogh n'est pas une œuvre d'art. C'est une porte de poulailler en attendant. Il faut attendre 30 ans pour que les œuvres de Van Gogh entrent dans les grandes collections ou au musée. Donc il y a un écart de temps entre le moment où l'artiste crée son objet
et le moment où il devient une œuvre d'art et qu'il rentre dans les collections. Ça va de 10 à 30 ans. Et donc, la loi de la pesanteur parle de ce parcours qui va de l'atelier du peintre jusqu'au musée. Et deuxième précision, Duchamp découvre ça en 1913, et s'il se retourne sur le passé, jusqu'à 1850, qui est la naissance de l'art moderne, il peut s'apercevoir que ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire des premiers, des Courbet, Manet, les impressionnistes, tous les courants, tous les grands artistes ont débuté par un refus fracassant et une réhabilitation un peu plus tard. Donc lui, il découvre ça en 1913, mais c'est un mécanisme qui s'est déjà mis en branle dès 1850. Alors, le jeune Duchamp, parce qu'il a 26 ans en 1913, plutôt que de faire part de sa découverte par un livre ou en parlant, par un discours, il décide de mettre cette loi à l'épreuve de l'expérience. Si c'est bien une loi sociologique déterministe, n'importe quel objet peut devenir un chef-d'œuvre de l'art s'il se conforme à cette loi, à savoir s'il débute sa carrière par un refus ostensible. Alors, il choisit un objet totalement inadéquat a priori pour devenir un chef-d'œuvre de l'art. Ça sera donc un urinoir. Il attend l'occasion de présenter cet urinoir dans les bonnes conditions, de telle sorte que son urinoir soit refusé. Et l'occasion se présentera en 1917 lors d'une grande exposition à New York qui s'appelle The Big Show. Mais je n'entre pas dans les détails parce que là c'est un peu compliqué. Alors, pour bien montrer que c'est dans une véritable expérience qu'il se lance et pas dans une simple provocation, il va se tenir au plus près de la méthode de la science expérimentale, qui commence toujours une expérience par la mise au point d'un protocole. Alors un protocole d'expérience, ça c'est toujours cette forme. Étant donné ceci, cela, si je fais ci et ça, il doit se passer ci et ça. Ensuite, on fait l'expérience. Si ça se passe comme prévu, ça valide la théorie. Si ça ne se passe pas comme prévu, ça invalide la théorie. Donc, la première chose à faire pour lui, c'est de faire un protocole qui indique qu'il se lance dans une expérience. Alors, son problème, c'est que s'il veut que ce soit une véritable expérience sociologique, il faut absolument que les gens qui vont y participer ne sachent pas qu'ils sont regardés, que leur comportement va être étudié. Donc il faut que cette expérience soit secrète. Pour autant, il faut bien qu'un jour, il y ait quelqu'un qui découvre le poteau rose, qui découvre que la volonté de Duchamp était de faire une expérience. Qui découvre que Duchamp est l'auteur du premier protocole expérimental de l'histoire des sciences humaines. Alors, il résoudra ce problème, c'est-à-dire cacher ses intentions à ses contemporains, tout en permettant aux générations futures de prendre connaissance de ses intentions, en créant son œuvre intitulée « La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes », que vous avez là. C'est un tableau de 2 mètres sur 3, peint en verre, peint sur verre, qui est actuellement au musée de Philadelphie et qui est intransportable. Vous voyez, il a été cassé là, on voit les fêlures, donc il est intransportable. Quand il y a des expos de Duchamp, on présente une copie. Alors on l'appelle communément le grand verre, parce que la mariée mise à nu par ses célibataires même, c'est un peu lourd. Il y a l'objet, mais il est associé à 50 pages de notes qui décrivent ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est une machine, c'est très mécanique.
C'est une machinerie avec des choses qui bougent. Hein. Je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une grosse machine. Et en fait, c'est le schéma fonctionnel du monde de l'art. Il décrit l'avenir de son urinoir. Vous voyez, il y a un espace en bas à droite, vide. Et en fait, il suffit de mettre l'urinoir à cet endroit-là pour que la machine se mette à fonctionner. Tout le bouquin se résume graphiquement à ça. Il fallait mettre l'urinoir à cet endroit-là. Et ça, c'est son protocole d'expérience. Alors, évidemment, il est crypté. Hein. Il est crypté pour être incompréhensible à ses contemporains, pour que l'expérience en soit bien une. Il est donc, on peut dire, ésotérique. Mais c'est un ésotérisme simple. Hein. Ce n'est aucune... Il n'y a pas besoin d'aller chercher des traditions ésotériques ou des traditions gnostiques quelconques. C'est l'ésotérisme le plus simple, celui d'un rébus pour enfants. Un rébus pour enfants est ésotérique dans le sens où il a double fonction de cacher à certains et de dévoiler à d'autres. Et si on montre, par exemple, une boule, un petit cupidon et une haie de jardin à deux enfants, l'un qui connaît l'existence des rébus, l'autre pas, le premier va tout de suite repérer que c'est un rébus et il va dire boulanger. Et le deuxième qui n'a jamais entendu parler du rébus, lui va partir dans une digression esthétique. Il va dire l'ange est bien dessiné, la haie de jardin n'est pas très bien dessinée, ou il va partir sur les intentions de l'auteur de ces trois dessins et partir dans un délire. Eh bien, c'est ce qu'a fait la critique d'art jusqu'à présent vis-à-vis de l'œuvre de Duchamp. Elle en a fait une critique esthétique qui n'a rien à voir avec l'objet, puisque l'objet a été façonné pour être un rébus. Un rébus écrit dans ce que Duchamp nomme son nominalisme pictural. Alors, qu'est-ce que c'est le nominalisme pictural? Les philosophes connaissent le mot nominalisme, mais pour faire simple, il y a un nominalisme pictural que tout le monde connaît, c'est le code de la route. C'est un nominalisme dans le sens où c'est un langage conventionnel. Par exemple, les triangles représentent un danger et les cercles représentent une interdiction. C'est conventionnel, ça aurait pu être l'inverse, ça n'aurait rien changé. Donc ça, c'est la définition d'un nominalisme. Langage conventionnel. Et pictural, tout simplement parce qu'il est fait avec des signes graphiques. Eh bien, j'avance que le grand vert, ainsi que tous les objets et notes qu'on prend actuellement pour des œuvres d'art, sont en fait un système construit sur ce nominalisme, un mi-puzzle, mi-rébus, très intentionnellement destiné par son auteur, Marcel Duchamp, à être un jour décrypté. Vous voyez la différence entre ce qu'on pense être une œuvre d'art et qu'on interprète de manière esthétique, et un rébus qu'on décrypte. Il y en a un qui est multivoque, chacun peut délirer, et là, en tant que rébus, c'est univoque, il y a une seule solution. Alors, oui, voilà, petite piqûre de rappel, ce que je viens de vous dire là est vrai ou faux. Alors, maintenant, je vais vous parler des intentions de Marcel Duchamp. Ma thèse est que Duchamp est un Socrate moderne. Je m'explique. Socrate ne contredisait jamais son interlocuteur. Au contraire, il l'encourageait à développer son argumentation, qu'il savait pourtant fausse, jusqu'à ce que cette argumentation aboutisse à une contradiction en soi, à un non-sens, à quelque chose qui fasse saisir à son interlocuteur qu'il se plante, qu'il s'est trompé. C'est le principe des dialogues socratiques, l'ironie. Prêcher le faux à outrance, de telle manière qu'il devienne à ce point visible et incontournable
que l'interlocuteur de Socrate se mette à réfléchir, et dans cette réflexion, découvre que Socrate le manipule depuis le début. Et c'est ce qu'a fait Marcel Duchamp. Car un urinoir chef-d'œuvre de l'art, c'est une contradiction en soi. C'est ce qu'on appelle un oxymoron en langage savant. Et c'est un oxymoron concocté par Duchamp pour poser problème. Et effectivement, il a posé problème. Et ce n'est pas un hasard si le vaste débat qu'on nomme la controverse sur l'art contemporain, qui débute en 1992 et qui dure jusqu'à aujourd'hui, débute en fait quelques années après l'exposition inaugurale du Centre Pompidou, qui a été faite avec Duchamp et son urinoir, et qui fait de Duchamp et de son urinoir l'artiste le plus influent du XXe siècle. Donc la méthode de Duchamp est l'ironie socratique. Et son but est bien le même que Socrate, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Mais si Socrate parlait à un seul interlocuteur, Duchamp s'adresse à Homo sapiens. Et plus particulièrement aux modernes, à tous les modernes que nous sommes sans exception. Et car personne ne peut dire qu'aujourd'hui il n'aime ni Courbet, ni Manet, ni les impressionnistes, ni Van Gogh, ni Gauguin. Donc obligatoirement on est obligé d'aimer un des grands artistes qui va de 1850 à nos jours. Or, ce que nous dit la loi de la pesanteur est que ces objets sont devenus des chefs-d'œuvre de l'art par l'amour-propre et la vanité des intervenants. Son expérience montre qu'ils n'ont aucune qualité esthétique par eux-mêmes. Sinon, un chiotte n'aurait pas pu devenir un chef-d'œuvre de l'art, et encore moins de manière prédictible, scientifiquement prédictible, 50 ans à l'avance. Alors on touche du doigt ici le bouleversement qu'induit l'expérience de Duchamp. Imaginez-vous une cour de récré de maternelle. Donc il y a tous les objets, tous les jouets dans la cour de récré. Et à chaque récré, évidemment, il y a des disputes. Il viendrait à l'idée d'aucun pédagogue de se demander quels sont les objets qui provoquent des disputes et quels sont les objets qui ne provoquent pas de disputes. Hein? Si aujourd'hui les deux mômes se disputent pour le tricycle flambant neuf, tout plein de couleurs, on peut se dire, bon, à la rigueur, on peut se dire, c'est parce qu'il est tout neuf et que tout le monde le veut. Mais on sait très bien que les deux mêmes mômes, le lendemain, vont pouvoir se disputer pour un bout de bâton qui traînait dans la cour. Donc, on sait que les objets, les jouets, sont des prétextes à dispute et n'ont aucune qualité en eux-mêmes qui provoque ces disputes. Eh bien, ce qui semble aller de soi chez le petit du mammifère Homo sapiens semble impossible chez le même Homo sapiens devenu adulte. La même situation semble limpide quand elle concerne les enfants et incroyable quand elle concerne les adultes. Car personne n'acceptera de bon gré que les œuvres d'art n'ont aucune qualité esthétique intrinsèque, mais seulement des qualités circonstancielles, des qualités contingentes, celle d'avoir su provoquer à tel ou tel moment une dispute, comme chez les mômes, qui met en marche ce que l'anthropologue René Girard nomme le jeu de différenciation mimétique, ou ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la distinction. Alors que la querelle entre adultes à propos de telle ou telle œuvre d'art se déroule en développant des arguments hautement élaborés et souvent très très intéressants, ne change rien à l'affaire. Comme dans la cour de récré, les œuvres d'art et les objets culturels sont des prétextes qui nous permettent de nous livrer à la seule activité qui nous motive vraiment,
à la seule activité qui sous-tend toute l'agitation du monde moderne, à savoir la recherche individuelle d'une identité différenciée. Ce qui revient à dire que le processus d'art moderne a pour principale fonction, pour ne pas dire comme seule fonction, de nous permettre de mettre en action nos jugements de goût afin de nous différencier les uns des autres et de telle sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce qu'on nomme aujourd'hui la société du spectacle. Alors, j'insiste sur le fait que c'est uniquement en situant les intentions de Marcel Duchamp au niveau spirituel élevé qu'est l'ironie socratique qu'on peut tirer bénéfice de son expérimentation, de son expérience. L'ironisme d'affirmation, comme Duchamp appelait sa méthode, n'a pas pour but la dénonciation du snobisme des autres, elle a pour but de permettre à l'homme moderne de se connaître lui-même. Même si l'image qui se dessine est à ce point vexante qu'on aura tôt fait de l'évacuer en disant que c'est moi qui raconte n'importe quoi. Duchamp nous pousse à regarder, à reconnaître la poutre que chacun a dans l'œil et à ne pas trop s'attarder à la paille dans l'œil du voisin. En conclusion, je dirais que tout cela n'a de sens que si cette énième vexation copernicienne est bien l'œuvre de Duchamp, l'œuvre d'anthropologue de Marcel Duchamp, et non un délire personnel de plus, un énième délire sur l'œuvre d'art de Marcel Duchamp. Il faut donc en premier lieu valider cela. C'est ce que je demande aux lecteurs de faire, de vérifier. Et c'est possible en étudiant patiemment, tranquillement, un stylo à la main, la logique interne du rébut de Marcel Duchamp, que j'ai mise à plat exhaustivement, de manière exhaustive, détaillée et cohérente dans mon bouquin. Voilà, merci. Merci.